Alors donc aujourd'hui, pour le TD régime thérapeutique, on va entamer la dénutrition et sa prise en charge. Donc premièrement, on va faire un petit rappel sur la dénutrition, puis on va entamer les cas cliniques. Alors premièrement, la dénutrition correspond à un déficit en nutriments qui va conduire à des altérations des fonctions physiologiques. C'est-à-dire que l'individu ne s'alimente plus, n'a plus un apport suffisant, ce qui va altérer ses fonctions vu qu'il n'a plus assez de nutriments pour maintenir les fonctions physiologiques, que ce soit par rapport à l'énergie ou par rapport à sa construction, on va dire entre guillemets. Donc un apport en protéines. Pardon. Alors, ça saute un peu. Donc, vous avez deux types de dénutrition. Vous avez celle qui est protéo-énergétique. C'est-à-dire que vraiment c'est un déficit d'alimentation dans les macronutriments. Donc soit une dénutrition protéique pure, c'est un manque de protéines, ou protéines énergétiques, ou même l'apport calorique est très insuffisant au point d'altérer le bon fonctionnement de l'organisme. Le deuxième type, c'est la dénutrition par carence en micronutriments, c'est-à-dire un déficit d'apport. La personne, elle s'alimente, on va dire, bien par rapport au nombre de calories ingérées, par rapport aux glucides, lipides, protéines, mais elle a un très faible apport en un certain micronutriment, qu'il soit minéral ou vitamine, et qui conduit au bout d'un moment à une détérioration du métabolisme et de l'homéostasie, vu que il va survenir une carence qui va altérer, bien sûr, les fonctions physiologiques. Dans ce TD, on va parler principalement de la dénutrition protéino-énergétique. Donc, elle correspond donc à un apport énergétique faible et un bilan protéique négatif. Ceci conduisant à une perte musculaire et à une altération des fonctions. Par rapport aux causes, on va cibler trois causes principales de la dénutrition protéo-énergétique. Donc vous avez tout d'abord la carence d'apport. Tout simplement, l'individu ne s'alimente pas ou très peu. Donc vous avez une alimentation voire insuffisante voire absente. Ça se produit dans le cas par exemple des grandes familles où vraiment les gens ne trouvent même pas quoi manger, donc ils ne peuvent pas manger, ou dans d'autres pathologies comme par exemple l'anorexie où l'individu a un blocage psychologique par rapport à l'alimentation, donc ne s'alimente pas. Alors, ça peut être aussi dû à la maldigestion ou la malabsorption. Dans ce cas-là, la personne, elle s'alimente correctement, mais au niveau intestinal, les nutriments ne sont pas absorbés. Et ce qui conduit à une dénutrition plus énergétique. C'est une dénutrition énergétique qu'on appelle de type marasme. L'individu, il est amaigri et c'est-à-dire on a une diminution de la masse musculaire ainsi que de la masse adipeuse en même temps. Alors, le deuxième, c'est l'hypermétabolisme, la deuxième cause. Elle est due parfois à des infections septiques, néoplasiques comme des cancers ou des infections inflammatoires, où vraiment le métabolisme des protéines est réorienté vers la défense de l'organisme. Donc le peu de protéines que la personne va ingérer va être réorienté, au lieu d'être orienté vers le métabolisme normal, parce que vous avez vu l'année passée qu'il y a un turnover protéique. C'est-à-dire que de manière normale, homéostasique, on a une certaine quantité de protéines de l'organisme qui se dégradent et qui sont renouvelées chaque jour. Et lorsqu'on est face à des pathologies lourdes, inflammatoires ou infections généralisées ou des cancers, l'apport protéique, au lieu de servir à renouveler les tissus qui ont été dégradés de manière homéostasique, il va être réorienté vers la production d'anticorps ou, c'est-à-dire
il va être réorienté vers le système immunitaire pour protéger l'organisme. Et donc, on va avoir une dénutrition protéique de type kwashiorkor. Donc, bon, la dénutrition protéique de type kwashiorkor, elle est caractérisée par le fait que l'individu commence d'abord par perdre sa masse musculaire, ensuite ça deviendra une dénutrition énergétique par la suite. Mais au début, la différence entre marasme et kwashiorkor, c'est que le marasme, on a une perte identique de matière grasse et de muscles de la même manière parce qu'il y a carrément une carence énergétique de l'organisme. Par contre, lors du kwashiorkor, on a d'abord une perte musculaire, protéique, qui est suivie par la suite par une perte du tissu adipeux. Je vous ai mis des photos d'enfants parce que c'est les seules illustrations que j'ai trouvées, vu que le marasme et le kwashiorkor touchent surtout les enfants des régions qui ont des grandes famines. Et le kwashiorkor, par exemple, regardez l'illustration de l'enfant, il a un ventre proéminent. En fait, on appelle ça des ascites et elle est due à la diminution de l'albumine. C'est vraiment la caractéristique de la dénutrition principalement protéique. Voilà. Donc, ça, c'est un peu la différence entre les deux. La troisième cause de la dénutrition, c'est les pertes protéiques anormales qui peuvent survenir de manière cutanée, urinaire ou digestive. Alors, cutanée, c'est par exemple lors des grandes brûlures. Les grands brûlés, bon, pour renouveler la peau, c'est une grande perte de protéines qu'on doit renouveler en urgence parce que la peau, c'est la première barrière, etc. Les pertes urinaires lorsqu'on a des syndromes néphrotiques vraiment très graves et des pertes digestives lorsqu'on a des affections gastro-intestinales qui sont exsudatives. C'est-à-dire que l'individu perd des protéines plasmatiques par le biais de ses intestins. On a une fuite de protéines vers le milieu externe qui va être évacuée avec les selles. Et dans ce cas, on donne on calcule les pertes protéiques et on trouve qu'elles sont supérieures à la capacité de synthèse de l'organisme. C'est-à-dire en dépit de tout apport protéique, même si on donne un apport protéique excessif à l'individu, la vitesse à laquelle l'organisme produit ces protéines, elle est inférieure à la vitesse à laquelle cet organisme perd des protéines. Donc, à sa vitesse maximale de production de protéines, il n'arrive pas à combler la perte parce qu'elle est très rapide. Et ça, c'est le cas le plus grave de, des- de la dénutrition protéique. C'est vraiment la forme la plus grave. Bon, donc par rapport aux conséquences de la dénutrition, vous avez en outre les signes fonctionnels qui sont l'asthénie, la baisse de concentration et la baisse des capacités physiques. On ne peut plus porter grand-chose, la force musculaire diminue, etc. Vous avez des signes cliniques. On voit la fonte du tissu adipeux, on voit l'altération c'est-à-dire la fonte du tissu musculaire, l'altération des fanères. Les fanères, c'est tout ce qui est cheveux, ongles. On va avoir des cheveux ternes, cassants, des ongles qui ne poussent plus, ou bien quand ils poussent, ils se cassent très facilement. Bon, ça, c'est entre autres plusieurs signes cliniques qui donnent des indices sur le fait que la personne soit dénutrie. Et tout ça, la dénutrition va conduire à la baisse de l'efficacité de la réponse de l'organisme face aux agressions et les thérapies lourdes. C'est-à-dire que si la personne est dénutrie, elle va moins pouvoir guérir. Son système immunitaire est affaibli. Et même par rapport aux thérapies lourdes, par exemple la chimiothérapie, elle va mal réagir. Plus la personne est dénutrie, plus elle va mal réagir par exemple, la chimiothérapie. La dénutrition aussi favorise la perte d'autonomie et la survenue d'escarres, vu que la personne ne bouge plus, n'a plus de force, donc elle est constamment dans une même position, elle n'est plus autonome, elle a besoin de l'aide d'autrui pour faire des fonctions les plus basiques.
du quotidien et ça favorise la survenue d'escarres parce que vu que la personne reste souvent dans une position, dans la même position, donc il y a des escarres qui se forment vu que il y a pas de circulation de sang. Et aussi le risque de iatrogénicité et d'infection nosocomiale, ce qui augmente la durée d'hospitalisation. Bon, l'augmentation du risque des infections nosocomiales, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la baisse de la performance du système immunitaire. Et le risque de iatrogénicité, c'est aussi l'intoxication par les médicaments. Parce que vu que la personne n'a pas assez de protéines, ces protéines-là, qui sont des transporteurs de plusieurs molécules, dont des médicaments, si on donne, ça devient l'individu dénutri, en fait, on va lui donner la même dose pour, par exemple, son âge ou son poids, la même dose de médicaments qu'une personne normale, il va mal réagir car il n'a pas assez de protéines pour faire le transport de ces molécules qui vont rester en libre circulation dans le sang et vont causer une sorte d'intoxication. Et ça aussi augmente drastiquement les effets secondaires des médicaments chez ces personnes-là. Maintenant, on va voir le diagnostic de la dénutrition. Donc, premièrement, on a les paramètres anthropométriques. Et mon PC a bloqué. Très bien. Donc, vous m'excusez, Microsoft PowerPoint s'est arrêté, donc le temps de redémarrer et je reprends. Donc, je reprends. Le diagnostic. Alors, le diagnostic de la dénutrition, premièrement, euh, c'est les paramètres anthropométriques. Donc, on a l'IMC, le rapport taille-hanche, les plis cutanés, périmètre brachial, etc. Tous ces paramètres qu'on peut, euh, c'est-à-dire on peut utiliser plusieurs pour prendre une décision.
et aussi le pourcentage de la perte de poids involontaire, c'est-à-dire en dehors de tout régime. On estime que si une personne perd plus de 2% de son poids en une semaine, ou 5% en un mois, ou bien plus de 10% en 6 mois, on va explorer un peu plus pour voir si elle ne fait pas de dénutrition. Je précise, c'est une perte en dehors de tout régime. C'est pas la personne qui a voulu elle-même perdre du poids et qui a restreint son alimentation, ça c'est autre chose. On parle de perte involontaire. À partir de là, on devra chercher une cause qui cause cette perte involontaire de poids et voir est-ce que la personne n'est pas dénutrie. Deuxième paramètre à étudier, c'est les paramètres biologiques. Alors là, vous avez le paramètre de choix, c'est l'albumine. L'albumine, protéine qui transporte la plupart des molécules dans le sang, elle doit être à 35 grammes par litre. Non, elle ne doit pas être inférieure à 35 grammes par litre. Parce que l'albumine, vous pouvez la trouver jusqu'à 70 grammes par litre, normalement, je pense. Alors, si elle est inférieure à 35 grammes par litre, on commence à considérer la personne comme étant dénutrie. L'avantage du dosage de l'albumine, c'est qu'il n'est pas coûteux et il est rapide à faire. Mais son inconvénient réside dans la durée de la demi-vie de l'albumine. L'albumine a une demi-vie de 21 jours, ce qui fait que quand lors du diagnostic, elle est efficace, mais elle n'est pas efficace lors du suivi. Parce que si vous voulez suivre un dénutri, il faut le suivre très rapidement. Donc, il faut trouver un autre paramètre pour pouvoir le suivre vraiment sur quelques jours, sur une semaine. Et l'albumine, le dosage de l'albumine ne le permet pas. Parce que même si la personne va mieux, l'albumine, on ne va pas voir une augmentation de l'albumine jusqu'à 3 semaines après. À partir de là, on a la préalbumine qui est la transthyrétine. Elle, c'est vrai que c'est un dosage qui est beaucoup plus coûteux que l'albumine, mais il a une demi-vie très courte qui est de 2 jours. Donc, lorsqu'on est en train de faire une prise en charge d'un dénutri, le meilleur paramètre à doser, c'est la préalbumine. Parce qu'on peut mettre le régime maintenant. Si dans une semaine, on veut doser la préalbumine, on voit le changement dans la personne. Est-ce que la prise en charge a été efficace ou pas? Cependant, la préalbumine n'est pas indiquée lors des dysthyroïdies ou lors de la dialyse, parce que les dysthyroïdies augmentent, euh, c'est-à-dire hypo ou hyperthyroïdie, chacun d'eux va soit augmenter la production de la préalbumine ou la diminuer. Et de la même manière, lors de la dialyse, lorsqu'il y a une inflammation aussi, c'est-à-dire on ne peut pas prendre ces paramètres en considération dans ces cas-là. Mais sinon, c'est le meilleur paramètre pour le suivi de la dénutrition. Retenez bien, l'albumine sert surtout pour le diagnostic, la préalbumine pour le suivi, car elle a une demi-vie très courte. Il existe d'autres paramètres, comme l'orosomucoïde. C'est une protéine de l'inflammation. Et à partir de là, on va voir les index multiparamétriques. On va utiliser ce paramètre pour calculer à quel point la personne peut être dénutrie, vu qu'on a vu tout à l'heure que l'inflammation vraiment chronique et grave, peut conduire à une dénutrition parce que l'apport en protéines est réorienté vers la synthèse de protéines de l'inflammation par le système immunitaire. Vous avez aussi la créatinurie des 24 heures. La créatinurie, donc c'est la présence de créatinine dans les urines et elle donne une idée sur la vitesse du catabolisme musculaire. Donc la créatinine, elle a une certaine norme qu'on trouve dans les urines et à partir de cette norme, plus cette créatinurie va augmenter, plus on va estimer que la personne perd beaucoup de ses muscles, de son muscle. Troisième paramètre, c'est les indices multiparamétriques. C'est des index avec des formules qu'on calcule et qui nous permettent de situer la personne, est-ce qu'elle est dénutrie ou pas, et si elle est dénutrie, à quel point elle l'est. Donc vous avez le NRI, Nutritional Risk Index. Lui, il fait la corrélation entre le poids et l'albuminémie. Donc dans la formule,
Donc, on va introduire plusieurs facteurs, plus l'albuminémie, donc le taux d'albumine dans le sang. Et pour calculer ce risque, on doit avoir le poids actuel et le poids habituel de la personne. C'est-à-dire, avant la perte, d'habitude, il pèse combien? Et vous avez un tableau. Selon le NRI, vous pouvez classer votre patient. Soit il ne présente aucun risque, c'est une évaluation du risque. C'est-à-dire, à partir de là, la personne peut ne pas être vraiment dénutrie, mais présenter un risque de dénutrition si elle continue d'être dans cet état-là. Donc, soit la personne ne présente aucun risque de dénutrition, soit elle a un risque faible, modéré ou majeur de dénutrition selon le résultat que vous obtenez. Le deuxième paramètre, c'est le PINI. Il corrèle l'inflammation à la protéinémie, c'est-à-dire la présence de protéines dans le sang. Donc, lui, pour calculer le PINI, on doit avoir le CRP, on doit avoir l'orosomucoïde, plus le paramètre albumine et la préalbumine pour pouvoir le calculer. Lorsqu'on le calcule, c'est aussi une évaluation du risque. Soit la personne n'a aucun risque, soit elle a un risque vital, et entre les deux, il y a plusieurs degrés selon le résultat que vous obtenez. Donc, après avoir diagnostiqué la personne avec tous les paramètres, etc., on passe à la prise en charge. On a une personne dénutrie, dénutrition protéino-énergétique, on doit agir. Premier plan, c'est la supplémentation nutritionnelle. En fait, la dénutrition, c'est que la supplémentation nutritionnelle, vu le nom, c'est-à-dire ce qui est le plus logique. Alors, pour la supplémentation nutritionnelle, on commence d'abord par une supplémentation orale. Elle doit répondre aux besoins énergétiques de l'individu. Donc, avant de mettre la prise en charge, on va calculer sa DER, sa DEJ pour voir combien il a besoin de calories. Cette DEJ, elle est multipliée par un facteur qui va de 1,2 à 1,5, tout dépend de la pathologie de la personne. Un grand brûlé, un cancéreux, quelqu'un qui a une pathologie inflammatoire, quelqu'un qui a une septicémie. Selon les pathologies, on multiplie la DEJ par ce facteur-là pour augmenter pour lui donner vraiment ce dont il a besoin comme besoin énergétique et protéique. Et ça, cette supplémentation, il est important qu'elle couvre les besoins sans excès. Parce que là, on va rentrer dans un autre problème. C'est pour ça qu'on doit calculer, on ne se permet pas de juste donner une alimentation directement comme ça au pif. Donc, on doit couvrir les besoins sans excès. Et on doit jouer chez la personne dénutrie sur la répartition des repas, sur la texture et sur la présentation des repas. Parce que la personne dénutrie, alors, selon sa pathologie, et dans la plupart des cas, c'est une personne qui perd l'appétit, qui n'arrive pas à s'alimenter, et donc il lui faut une sorte de motivation, entre guillemets, pour qu'elle s'alimente. Une personne qui n'arrive pas à ingérer plus de 3 cuillères de soupe, pas en une seule prise, on va pas lui donner un repas avec un grand bol de soupe, plus un morceau de pain, etc., etc. On va donc répartir les repas selon la capacité de l'individu à manger. S'il le faut, on lui répartit sa ration calorique sur une dizaine de repas par jour pour qu'il puisse la prendre. On joue aussi sur les textures qui sont agréables aux patients, les textures aussi selon ses capacités. Il y a des personnes qui n'ont plus de dents, qui n'arrivent pas à s'alimenter, une texture liquide pour ceux qui n'arrivent pas à mâcher, une texture euh, un peu gélatineuse pour ceux qui ont des troubles de déglutition, pour pas qu'ils fassent des fausses routes, etc. Et aussi, on joue sur la présentation du plat. Il faut qu'il soit le plus appétissant possible pour donner à la personne l'envie de le manger. Ça, c'est des facteurs, euh, c'est un facteur psychologique. Donc là, il y a quelqu'un qui m'a posé la question sur les besoins énergétiques.
Donc, les besoins énergétiques, donc on va calculer les besoins énergétiques de la personne pour pouvoir la prendre en charge, pour pouvoir lui donner son régime. On a vu la dernière fois que les besoins énergétiques, vous savez déjà, sont calculés à partir de la dépense énergétique de repos multipliée par un niveau d'activité physique, le NAP. On obtient la dépense énergétique journalière. Mais ça, c'est chez une personne qui est, on va dire, normale, entre guillemets. On calcule juste sa DEJ et on a ses besoins énergétiques. Lorsqu'on est face à une personne qui est malade, par exemple un patient cancéreux qui est sous chimiothérapie, un grand brûlé euh, et d'autres pathologies, ils ont un besoin énergétique augmenté qui est dû à leur pathologie. Par exemple, un grand brûlé, il a besoin de plus d'énergie, plus de protéines pour aider son organisme à reconstruire la peau qui a été brûlée. Un cancéreux aussi doit faire face à, à cette pathologie qui lui coûte en énergie. Donc, selon la maladie, la pathologie de la personne, on va multiplier sa DEJ par un facteur. Ce facteur se situe entre 1,2 et 1,5 selon la maladie du patient. Et à partir de là, on obtiendra la dépense énergétique adéquate de la personne, idéale de cette personne. Et à partir de là, on va lui donner son régime. Puis, comme j'ai dit, on va jouer sur la répartition des repas, la texture et leur présentation pour essayer de faire ingérer cette ration à cet individu durant la journée. Alors, lorsque la personne n'arrive plus à s'alimenter, on peut avoir recours à des compléments nutritionnels oraux. C'est pas qu'elle n'arrive plus à s'alimenter, j'ai fait une erreur. Lorsque, par exemple, la personne vraiment n'arrive pas à s'alimenter assez, c'est-à-dire elle est capable de manger, hein, son système digestif est là, et bon, elle a des dents, etc., elle n'a pas de problème, mais on n'arrive pas à faire manger la personne une alimentation normale. On va jouer sur les compléments nutritionnels oraux. Alors, c'est des sortes de, par exemple, il y a des sortes de yaourts liquides, il y a des sortes de barres céréalières hyper protéinées. Ça se vend en pharmacie. Ça se donne surtout, c'est connu, ça se donne surtout pour les gens cancéreux. C'est vraiment dans ces compléments nutritionnels oraux, on va essayer, c'est-à-dire ceux qui produisent ça, mettre dans un petit volume le maximum d'énergie et de protéines. Pour permettre à la personne, c'est-à-dire cette personne qui n'arrive pas à s'alimenter, on ne va pas lui donner par exemple de la laitue. C'est-à-dire qu'elle a une capacité de manger, par exemple, 3 cuillères. On va pas lui donner 3 cuillères de jus d'orange et après elle va nous dire, je n'ai plus faim, j'arrive plus à manger. On va essayer dans ces 3 cuillères de lui caser le maximum d'énergie et de protéines dont elle a besoin. D'où le recours aux compléments nutritionnels oraux. C'est des concentrés dis un peu le truc publicitaire, c'est des concentrés d'énergie et, et de protéines. Et avant d'avoir recours aux compléments nutritionnels, on peut faire un enrichissement de l'alimentation aussi. Par exemple, vous donnez de la purée, vous l'enrichissez avec du lait en poudre. On, on fait de telle sorte à ce que la ration contienne le moins, on va dire, de matière sans calories et sans protéines, pour justement faire manger cette personne ce dont elle a besoin. Alors après, lorsque vraiment la personne n'arrive pas à s'alimenter, elle a un problème autour de la bouche, de l'œsophage, euh, elle a une incapacité à déglutir ou autre, par exemple si une personne est intubée, elle ne peut pas déglutir, elle ne peut pas manger, on passe à la nutrition entérale. Alors, donc elle survient lorsque l'alimentation est impossible, elle se fait sous forme de sonde nasogastrique ou la gastrostomie. Donc la sonde nasogastrique, c'est une sonde qu'on fait rentrer par le nez et qui passe par l'œsophage et qui va soit vers l'estomac, soit vers l'intestin
Donc là, c'est nasogastrique parce qu'elle va vers l'estomac. Et vous avez naso-jugénale, enfin, je me rappelle plus du terme exact, parce qu'elle va jusqu'au jéjunum. Et vous avez la gastrostomie, c'est carrément au niveau de l'estomac, on place une sorte de tuyau qui donne vers l'extérieur et à partir de là, on va placer la poche qui va donner des aliments directement vers l'estomac. Alors, bien sûr, on va donner une alimentation liquide dans la nutrition entérale avec des aliments qui sont semi-digérés et semi-dégradés aussi, c'est-à-dire métabolisés. On va pas donner des sucres très complexes, on va pas donner des protéines, on va pas donner on va donner que de la nourriture qui est, on va dire, semi-digérée. Pour justement pallier à, parce que la digestion commence un peu au niveau de la bouche. Donc cette étape étant supprimée, on va essayer de la remplacer par une alimentation qui est semi-digérée. Donc ça, c'est la nutrition entérale. Elle se fait aussi euh, la nasogastrique et la gastrostomie, elles se posent selon la durée nécessaire. Lorsque c'est une durée courte, on va placer la sonde. Et lorsque c'est une durée longue, c'est-à-dire on nécessite une très longue durée de nutrition entérale, on va placer la gastrostomie. Et dans cette nutrition, on doit essayer de maintenir le patient dans une position semi-assise le plus longtemps possible pour éviter le reflux et le remontée de l'alimentation vers... Et aussi, il faut savoir ajuster le débit du liquide, à quelle vitesse il va aller vers l'estomac pour être digéré, etc. Maintenant, lorsque tout le système digestif est- n'est pas, n'est pas disponible, des grandes brûlures, un problème au niveau des intestins lui-même et tout, donc la nutrition entérale n'est plus possible. On passe à la nutrition parentérale, c'est-à-dire une nutrition par, par les voies directement vers le sang. Donc lorsque le tractus digestif est atteint, alors, on a la nutrition parentérale périphérique, par voie périphérique. Donc, on va introduire vers une veine, comme ça au niveau de l'avant-bras ou au niveau de la main. Ça, c'est lors des durées courtes, très courtes de nutrition parentérale. Sinon, vous avez la voie centrale qui met un cathéter dans une des veines centrales. Alors, soit au niveau des bras, soit carrément au niveau un peu plus proche du cœur. Et comme ça, le milieu nutritif est déversé directement dans une grande veine du système circulatoire et est pompé directement par le sang et par le cœur vers les autres organes. Alors là, par contre, on doit donner les nutriments, le milieu nutritif doit contenir les nutriments les plus simples qui soient. Glucose, acides aminés, euh, acides gras à courte chaîne, on va pas donner des acides gras à longue chaîne. Donc tout ce qui est vraiment le plus simple. Parce qu'à partir de là, vu qu'on déverse directement dans le sang, il n'y a plus de digestion possible. Donc on va pas donner on va pas donner du saccharose, on va pas donner de l'amidon, non. On va donner du glucose. On va pas donner une protéine, on va pas donner un polypeptide, on va donner des acides aminés. On va pas donner des triglycérides, on va donner des acides gras à courte chaîne. Et bien sûr, le milieu va être, si la nutrition parentérale est exclusive, parce que parfois elle peut être un peu mixte, on enrichit le milieu nutritif par des vitamines et des minéraux. Mais le danger de cette nutrition parentérale, c'est le risque accru d'infection. Donc, il faut une asepsie stricte
et vraiment un respect de l'hygiène et de l'asepsie qui est très haut. Et parce que dans ce cas, vu que la nourriture, enfin le cathéter donne directement vers parfois une veine centrale, c'est la moindre bactérie, le moindre pathogène va se retrouver directement dans la circulation globale et ça peut conduire vers une septicémie et ça peut être très dangereux, ça peut mener vers la mort de l'individu. Donc ça, c'est le plus grand risque de la nutrition parentérale. Maintenant, on va aborder un peu ce qu'on appelle le syndrome de renutrition. Chez les dénutris, vu qu'ils n'ont pas, ils ne se nourrissaient pas, leur organisme s'est habitué à une nourriture, enfin non, s'est habitué à un métabolisme sans apport d'énergie. Donc il s'est un peu habitué par rapport à sa sécrétion d'insuline, etc. Et si on va le réalimenter, on doit faire attention à ce qu'on appelle le syndrome de renutrition, qui est le passage de l'organisme d'un état catabolique principalement vers un état anabolique. Il était que en train de se détruire parce qu'il ne recevait pas assez d'énergie et maintenant on va lui donner assez d'alimentation pour qu'il puisse se reconstruire. Et là, ça implique plusieurs changements dans le métabolisme. Lorsque l'individu était dans un état catabolique, on avait une diminution de l'insuline parce que de toute façon, il n'y avait pas un apport en glucides et il n'y avait pas de quoi stocker les lipides parce qu'il n'y avait pas d'énergie supplémentaire. Et on avait aussi une légère diminution des électrolytes intracellulaires. Pourquoi? Parce que les électrolytes intracellulaires, vous avez vu en première année, vous avez tout ce qui est par exemple la pompe sodium. Donc, c'est des pompes ATP dépendantes, donc elles ont besoin d'énergie pour maintenir une certaine concentration des électrolytes au niveau intracellulaire. Par manque d'énergie, ces pompes-là ne fonctionnent pas de manière optimale. Donc, vu qu'elles ne fonctionnent pas de manière optimale, la concentration des électrolytes au niveau intracellulaire va légèrement diminuer. Et aussi, on doit faire face surtout à la carence en vitamine B essentiellement. Alors que lorsqu'on donne la, le- l'alimentation, une bonne alimentation à l'individu, on a une augmentation de l'insuline et on a une augmentation parfois brutale des électrolytes intracellulaires. Et c'est cette augmentation brutale qui est à éviter. Et aussi parce que la vitamine B sert de cofacteur pour euh, attendez. La vitamine B, elle sert de cofacteur important lors du métabolisme des glucides et, et aussi pour la synthèse de l'acétylcoenzyme A pour faire rentrer, donc après pour aller vers le cycle de Krebs. Et lorsque on a une carence en vitamine B et on va augmenter l'apport en glucides, l'organisme va se retrouver face à une absence de la vitamine B1 pour oxyder les glucides. Et donc, du coup, on va avoir des problèmes qui vont donner soit des troubles du rythme cardiaque par rapport aux électrolytes, et on va avoir aussi une rétention hydrosodée au niveau rénal. Et donc ça peut passer vraiment inaperçu, indétectable, comme ça peut conduire à un risque vital chez l'individu. Donc ce syndrome de renutrition, il faut y faire attention. Et donc c'est pour ça. Donc bon voilà, je vous mets là petite, un schéma sur le syndrome de renutrition et sur là à droite toutes les conséquences possibles du syndrome de renutrition. Donc c'est pour ça que on enrichit en phosphore certains les milieux nutritifs. Et parfois, on a calculé la DEJ et tout, c'est-à-dire ce dont l'individu a besoin, mais on ne lui donne pas dès le premier jour toute l'énergie dont il a besoin. C'est-à-dire si on a calculé que l'individu s'alimentait à 500 calories par jour
lors de l'enquête, on a vu qu'il est dénutri et on a calculé qu'il a besoin de 2200 calories, on passe pas directement de 500 à 2200. On va aller progressivement donc vers 700, puis 1000, 1500, 1750, 2000, etc., afin d'éviter ce syndrome de renutrition et cet apport brutal d'énergie et ce chamboulement du métabolisme. Maintenant, donc là, moi j'ai fini la partie des nutritions. On passe à l'application qui sont les cas cliniques. À partir de maintenant, je vous demanderai de participer. Alors, idéalement, ça serait oralement, mais si vous pouvez pas parler, vous pouvez participer par message. Alors, là, on va voir, quand même, il reste qu'un quart d'heure. Est-ce que vous avez quelque chose après? Vous pouvez me répondre. Est-ce que vous avez quelque chose après le TD de prévu? Moi, non. Vous, non. Non, pas personnel, hein. Quelque chose, c'est-à-dire un cours de prévu. Bref, bon, sinon, pour respecter l'heure quand même, peut-être qu'il y a des personnes qui ont prévu autre chose, je vais faire un cas euh, lors de la séance présentielle, donc dimanche pour deux des groupes de la section. On va continuer parce qu'il y a trois cas. Il y a trois cas cliniques. On va faire le premier maintenant. Les deux, on va les faire en présentiel en même temps que la correction du devoir maison que je vous ai donné. D'accord? Donc, le cas, voilà. Vous avez un homme qui a 58 ans et qui fait 1,75 m. Il pèse 70 kg lors de l'admission. Son poids de forme est de 73 kg. On a dosé son albumine, elle est de 29 grammes par litre. Et la personne est sous chimiothérapie pour un cancer du rectum. Première question, est-ce que le patient est dénutri? Et deuxièmement, que proposer à ce patient sur le plan nutritionnel durant la chimiothérapie? Donc, premièrement, est-ce que la personne est dénutrie? On doit calculer certains paramètres pour voir est-ce que le patient est dénutri. Premier paramètre à calculer, c'est l'IMC. Donc bon, j'ai donné. Vous avez l'IMC, donc l'IMC, donc voilà, le poids sur la taille au carré, ça vous donne un IMC de 22,85. On considère la personne comme étant, est-ce qu'on peut considérer que cette personne est dénutrie juste en calculant son IMC? Non. Non, madame. D'accord. Donc après, on va calculer la preuve, l'IMC de cette personne, c'est un IMC normal. Normal, oui. Ensuite, on va calculer le NRI. Le NRI, on le calcule parce qu'on dispose des paramètres dont on a besoin pour le calculer. On a l'albumine, on a le poids habituel et on a le poids de forme. Donc on peut le calculer. Le PINI, par exemple, on ne peut pas le calculer parce qu'il nous manque l'orosomucoïde, la CRP et la préalbumine. Maintenant, à partir de là, je reprends le tableau du NRI et je déduis, selon le NRI, quel est le risque de dénutrition de ce patient. Alors, ce patient présente un risque modéré de dénutrition. Oui. Très bien. Donc, à partir de là, et voyant que l'albumine aussi, elle est inférieure à 29 grammes par litre, on peut dire que ce patient a une dénutrition légère à modérée. C'est-à-dire que ce n'est pas une forte dénutrition. Donc, on conclut que la personne a une dénutrition modérée.
Maintenant, pour la prise en charge nutritionnelle de ce patient. Étant donné que c'est un patient cancéreux, qu'est-ce que on lui recommande sur le plan nutritionnel? Augmenter la portion protéique. Augmentation de la portion protéique aussi. Alors, Diminution de sa, pardon? diminution de sa portion glucidique. Diminution de la portion glucidique, car il y a des études qui montrent que les glucides un peu stimulent les cellules cancéreuses, c'est-à-dire le faible apport en glucides va aller un peu affaiblir les cellules cancéreuses et augmenter l'effet de la chimiothérapie. Aussi, il faut savoir que les effets secondaires de la chimiothérapie, c'est une fatigue excessive, une perte de l'appétit et une altération de tout ce qui est, tous les tissus à régénération rapide sont altérés. Supplémentation par des vitamines. Si la personne ne s'alimente pas assez, il vaut mieux qu'elle prenne des vitamines pour ne pas avoir de carence. Et aussi, euh, par exemple, je vous ai dit, les effets secondaires de la chimiothérapie, c'est une altération de tous les tissus qui se régénèrent rapidement. Donc, toutes les muqueuses, du coup, au niveau de la bouche aussi, on a une augmentation des aftes, etc. Euh, et aussi une diminution de l'efficacité du système immunitaire. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut préconiser à ce patient par rapport à son alimentation pour qu'il puisse bien s'alimenter? Madame, s'il vous plaît, la chimiothérapie, elle augmente le processus inflammatoire chez le malade. Franchement, je sais pas. Je me suis jamais posé cette question. Vraiment, je n'en ai aucune idée. Mais je sais que les personnes sous chimiothérapie ont et inflammation. Je suis en train de chercher en parallèle. Je sais que les personnes sous chimiothérapie ont besoin de beaucoup d'énergie. Alors, la chimiothérapie, peut-être qu'elle n'augmente pas, peut-être qu'elle n'augmente pas le statut inflammatoire global, mais elle cause une inflammation des muqueuses. Bon, c'est ce que je viens de voir. Donc, comme je vous ai dit, vous avez une altération des muqueuses parce que c'est des cellules. En fait, la chimiothérapie, elle agit sur la capacité de division des cellules. C'est comme ça qu'elle va arrêter les cellules cancéreuses de se multiplier. C'est-à-dire, elle va pas les tuer, elle va arrêter leur multiplication et donc par la suite, la cellule qui meurt, elle meurt sans s'être divisée. Mais la chimiothérapie, justement, elle n'est pas ciblée que pour les cellules cancéreuses. Elle va détruire tout, c'est-à-dire elle va agir sur toutes les cellules de l'organisme. Et c'est pour ça que, bon, lorsqu'on a des cellules qui se régénèrent en un laps de temps très long, on va pas avoir d'effet, mais des cellules comme les cellules des muqueuses, la muqueuse par exemple, la langue, et là, c'est des cellules qui se régénèrent très vite. Et si cette cellule se régénère très vite et est touchée par la chimiothérapie, donc elle va devenir inflammée parce elle va pas bien se, se régénérer. Donc on va Merci, avoir madame. une inflammation localisée. Voilà. Donc, pour résumer, déjà on devra surveiller le poids et l'albuminémie de la personne. C'est-à-dire, même si elle présente un risque modéré, on va surveiller ces deux paramètres-là soit pour améliorer, soit à la limite pour éviter la dégradation de son état. On devra expliquer aux patients l'importance de la prévention de la dénutrition au cours de sa maladie, ce
qui va peut-être l'encourager à mieux s'alimenter, à faire des efforts dans son alimentation. Parce qu'un patient qui est au courant du danger sur sa personne, s'il est dénutri, va faire plus d'efforts pour s'alimenter. Et on va donc calculer pour un patient, donc il lui faut un apport énergétique environ de 30 à 35 kilocalories par jour, donc en gros 2450 par jour. Madame, Et on va calculer, oui, ça coupe. ça, Genre, on dirait des parasites. je sais pas. Attendez, je vais essayer de couper. Est-ce que c'est toujours le cas? Ça va. Non, maintenant, ça s'arrange. Donc, on devra donner un apport protéique à la personne qui est de 1,2 à 1,5 g par kilogramme par jour. Il lui faut beaucoup plus de protéines qu'une personne normale. Donc, à partir de 2450 calories et 105 grammes de protéines par jour, on va constituer un menu pour la personne qu'elle doit suivre. On doit faire éviter le jeûne de plus de 12 heures à la personne, c'est-à-dire même pendant la nuit. La personne, elle ne mange pas à 19 heures pour se lever le lendemain à 9 heures du matin et manger. On va lui éviter ce jeûne de plus de 12 heures. Idéalement, 7-8 heures de jeûne. Il mange juste avant d'aller se coucher. 8 heures plus tard maximum, il remange encore. On va augmenter la fréquence des repas parce que vu qu'il y a des effets secondaires et une altération, une inflammation au niveau buccal, la personne ne va pas vouloir s'alimenter beaucoup. On va fractionner les repas et jouer sur leur consistance pour que la personne puisse les accepter. Et on va enrichir l'alimentation pour donner toute cette énergie et, et ces protéines, l'apport en protéines, en un minimum de bouchées, si j'ose dire. Diminution de la consommation des sucres et accessoirement augmenter l'apport en antioxydants de la personne. Sans pour autant avoir recours à des antioxydants, c'est-à-dire des compléments. Juste si la personne peut manger, on va lui donner des jus de fruits, des jus de grenade, euh, tout ce qui apporte des antioxydants de l'alimentation. On va privilégier par exemple les huiles comme l'huile d'olive qui est très colorée, elle est limite verte. Euh, c'est tout. Parce que ce n'est pas essentiel c'est juste pour l'aider et on n'aura pas forcément recours à une supplémentation d'antioxydants. C'est juste par le biais de son alimentation, un peu donner le plus d'antioxydants possible. Bon, donc voilà, il restera 2 cas cliniques. On va les traiter à partir de dimanche ou jeudi selon les groupes. Et donc dimanche ou jeudi, on va corriger le travail que vous aurez fait. Alors, vous avez le choix, vous pouvez soit le ramener sous forme de feuille, soit le rédiger, me l'envoyer par mail. C'est comme vous voulez. L'essentiel est qu'il soit sur vous le jour du TD pour qu'on puisse corriger ensemble quelques rapports. D'accord? Donc, à partir de là, s'il y a pas de questions, je vous libère et